Je vous propose ensemble aujourd'hui de réfléchir à ce qui est un travail en cours pour moi, de telle sorte que je ne vais pas vous parler directement de mon travail de romancier, je vais essayer de vous reconstituer en quelque sorte l'horizon intellectuel contemporain dans lequel j'essaye de penser ce que ça veut dire que de produire des fictions, donc d'être romancier. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un parcours, une petite enquête, sous la forme vraiment d'une investigation, sur trois figures du réel et du réalisme dans le monde contemporain. Ces trois figures, proposées de les examiner successivement, peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera des découvertes, ce sont des mouvements qui existent depuis une dizaine d'années et qui s'appellent des réalismes. Et je vais essayer de vous montrer que, dans ma tête, quand j'écris, je me mets sous condition de ces réflexions contemporaines et du sens qu'elles donnent au réel. Je vais essayer de vous montrer qu'il existe un réalisme, disons, métaphysique, qui est lié plutôt à la science, ce sera le premier moment de notre enquête, un réalisme plutôt politique et un réalisme fictionnel, dans la fiction. Et on va essayer de suivre ce parcours, et je vais tenter de vous montrer que dans le monde contemporain, réalisme a pris un sens original, que nous n'apercevons peut-être pas encore, parce qu'il est encore dans des zones localisées, dans des zones spécialisées, mais qui est en train de redéfinir le réel, non pas, si vous voulez, en plein, à la manière classique, comme un contenu. Le réel étant ce qui m'apparaît, du donné, qui apparaît à mes sens, à ma sensibilité, ou aussi bien à ma pensée. Donc, pas le réel en tant que donné. Pas non plus le réel, au sens, par exemple, de Lacan, d'un sens négatif, le réel comme impossible. Le réel comme ce qui n'est pas possible. J'essaie de vous montrer qu'il est en train de naître dans l'esprit contemporain une définition originale du réel comme ce qui n'a pas besoin de nous. Donc, dans notre enquête, on va s'intéresser au rapport entre le réel, le monde et nous, en général, ce qu'on appelle nous. Je vais vous montrer progressivement comment existe dans les rapports avec la science contemporaine, dans la politique contemporaine, une définition du réel qui est en train de s'emparer de nous, qui nous exclut. C'est-à-dire une définition du réel telle que le réel, c'est ce qui existe hors de nous, sans nous, ce qui n'a pas besoin de nous, et ce qui rend donc notre existence contingente. Que nous soyons là ou pas, peu importe, le réel nous est indifférent. Le réel nous est indifférent au sens où le réel, si vous voulez, n'a pas de rapport avec nous. Et je vais essayer de vous montrer que cela produit dans l'esprit contemporain, commence à produire dans l'esprit contemporain une frustration qui naît d'où naît un besoin de fiction, et que c'est à ce besoin de fiction que je me rattache. Un besoin de fiction qui ne sera pas religieux. Il y aura deux types de fiction, une fiction religieuse et une fiction littéraire. Que moi, c'est la fiction littéraire qui m'intéresse. Donc, je vous propose un parcours en 3 temps. Le premier temps, ça va être un temps métaphysique. Tout simplement parce qu'a émergé dans les années 2000 un mouvement qu'on a appelé le réalisme spéculatif, qui a petit à petit innervé la philosophie contemporaine à partir d'une conférence qui était donnée en 2007 par 4 philosophes, un Français qui s'appelle Quentin Meillassoux et 3 anglo-saxons, Graham Harman, Ian Hamilton Grant et Ray Brassier. Ils ont intitulé leur mouvement philosophique le réalisme spéculatif et ils se sont entendus au fond uniquement en négatif dans leur projet sur ce qu'ils voulaient refuser. Quel était leur projet ? Au fond, ils n'avaient pas de projet commun, mais par contre, ils avaient un ennemi commun. Cet ennemi commun, ils l'ont nommé, ils lui ont donné un nom, et ils ont dit, voilà, dans la pensée moderne, notre ennemi, c'est ce qu'on va appeler le corrélationniste. Par corrélationnisme, ces philosophes ont entendu toute forme de pensée, à partir de Kant, disait-il en général, toute forme de pensée qui liait la pensée et l'être des choses, de telle manière qu'il devenait impossible d'accéder à l'être des choses en faisant abstraction du lien entre la pensée et les choses elles-mêmes. C'est-à-dire, pour prendre une vieille expression de Hegel, l'idée qu'il est impossible de surprendre l'objet par derrière, comme si nous pouvions voir ce qu'est la chaise sans nous. Et la grande idée des réalistes spéculatifs, c'est que ce qu'on avait appelé la modernité, c'était la victoire du corrélationnisme, c'est-à-dire la victoire du corrélat nécessaire entre la pensée, ou la perception aussi, et les objets du réel. De telle sorte que, dans leur histoire de la modernité, ils essayaient de montrer que toute la modernité intellectuelle était bâtie sur l'idée fondamentale que le réalisme était naïf,
c'est-à-dire celui qui pensait que les objets du monde existaient hors de nous, hors de notre perception, était un dogmatique naïf qui appartenait au passé, et que celui qui était moderne et celui qui était conscient, c'est celui qui savait bien que je ne pouvais accéder à la chaise que par mon interaction avec la chaise. Il fallait pour cela que je la perçoive, que je la pense, et que donc la chaise n'existait pas en soi, hors du rapport que je pouvais entretenir avec cette chaise. Ce qui a intéressé ceux qui se sont appelés les réalistes spéculatifs, c'est d'essayer de montrer des contradictions inhérentes au corrélationnisme pour projeter un nouveau rapport avec la science qui soit réaliste, c'est-à-dire la pensée possible d'un réel qui serait de nouveau absolu, absolu au sens initial, c'est-à-dire délié, un réel qui pourrait exister hors du rapport qu'on entretient avec ce réel. Vous avez donc, par exemple, chez des philosophes contemporains, l'œuvre de Quentin Meillassoux dans Après la finitude, qui essaye d'aller vers ce type d'approche. Vous avez un philosophe donc américain qui s'appelle Graham Harman, qui du coup a essayé de développer un nouveau type de réalisme qu'il a appelé l'ontologie orientée vers l'objet. Graham Harman a d'abord pour but, si vous voulez, dans sa philosophie, de généraliser le décentrement hors de la subjectivité humaine. Pour rompre avec le corrélationnisme, va dire Harman, il faut considérer que, effectivement, l'homme, la subjectivité humaine, entretient un rapport avec les objets. Mais ce rapport n'est pas différent du rapport que les objets entretiennent entre eux. C'est-à-dire que quand je me rapporte à la table, qui est là, en fait, pour Harman, il n'y a pas de différence entre la relation entre moi en tant que sujet et cette table en tant qu'objet, et la relation entre cette table, par exemple, et ce verre d'eau. Ce que veut dire par là Harman, c'est que s'ouvre un champ réaliste d'étude pour lui, qui est les rapports des objets entre eux. Et Harman défend le fait que les objets se perçoivent en quelque manière entre eux. C'est-à-dire qu'effectivement, le verre perçoit en quelque manière la table. Il ne la perçoit pas à la manière d'une subjectivité vivante, il ne la perçoit pas au sens où il n'a pas de système nerveux central, mais entré en relation, comme il est en relation avec la table, il la perçoit en quelque manière. Et le but de la philosophie d'Harman est de montrer que la relation entre un sujet et un objet n'est qu'un cas particulier de relation entre deux objets. Du coup, ça aboutit dans toute la philosophie contemporaine à un nouveau champ, qu'on a appelé le nouveau réalisme, par lequel la subjectivité humaine a été traitée comme un objet parmi d'autres. Ça aboutit, pour vous donner quelques exemples concrets, ça aboutit à un certain nombre de propositions de décentrement, donc systématiquement vis-à-vis de l'anthropocentrisme, de l'idée qu'il y avait une relation qui était au centre de toutes les relations, qui était la relation entre l'homme et le monde. Et le réalisme spéculatif a tenté de décentrer radicalement cette relation, non pas en la niant, c'est-à-dire il y a bien une relation entre une subjectivité humaine singulière, la mienne, ou collective, notre intersubjectivité et le monde, mais cette relation est une relation parmi d'autres, comme les relations que les objets entretiennent entre eux. Ces pierres dans la voûte, qui sont liées les unes aux autres, pour former une architecture. Ça a eu un certain nombre de conséquences qui quittons un peu le champ spéculatif pour voir les conséquences dans la culture. Ça a eu pour conséquence, par exemple, de reformuler aux États-Unis un certain nombre de versions de l'écologie. On a vu apparaître, à la fin des années 2000, des conceptions de l'écologie décentrées de l'homme qui rompaient avec la notion d'environnement, concevant, si vous voulez, que l'écologie environnementale était encore trop centrée sur la subjectivité humaine, puisque l'idée d'environnement, c'était l'idée selon laquelle la nature était un environnement pour le sujet humain. Et donc on a vu apparaître ce qu'on a appelé des formes d'écologie profonde, et notamment l'écologie sombre aux États-Unis. Cette écologie sombre, c'est une écologie qui essaye d'enlever la part qui lui semble encore sentimentale dans l'écologie. L'idée qu'il y aurait un lien encore privilégié entre la sensation humaine et la nature. Et c'est une écologie qui essaye de traiter de la manière dont la nature est radicalement indifférente à notre existence en tant qu'être humain, qui conçoit donc une nature qui existe par elle-même et qui est indifférente à notre existence. Du coup, vous avez un certain nombre de figures qui sont apparues dans ces pensées, notamment la volonté de penser, de se représenter le monde tel qu'il était avant l'apparition de quelque sensibilité que ce soit. C'est le thème de l'archifossile chez Quentin Meillassoux, où c'est l'idée, dans toute cette écologie sombre, que nous pouvons avoir accès, nous pouvons nous représenter le monde tel qu'il était, non seulement avant qu'il y ait des hommes, mais avant qu'il y ait quelque forme de subjectivité animale que ce soit, quelque forme de perception, même de proto-perception végétale du monde. Donc vous avez d'un côté la volonté de se représenter, si vous voulez, le monde sans nous.
une écologie qui essaye de se représenter le monde abstraction faite de l'homme, mais aussi abstraction faite de la vie en général, de la perception. Et vous avez l'autre pendant de toutes ces pensées qui s'est réalisé cette fois aussi dans la culture de masse, c'est le fait de se représenter cette fois le monde en l'absence de toute forme de subjectivité après la fin de l'humanité. C'est l'apparition, que vous avez tous senti dans la culture, notamment dans les cultures populaires à partir des années 2000, de l'imaginaire post-apocalyptique. Vous vous souvenez de la manière dont a déferlé un moment sur les écrans, une production américaine post-apocalyptique, 2012, le jour d'après, etc. Toute forme de représentation par laquelle on sentait bien qu'il commençait à y avoir un désir esthétique dans notre humanité contemporaine de représenter notre propre fin, de représenter le monde se débarrassant de nous. Une nature se débarrassant de l'homme, se débarrassant de la subjectivité humaine, la purifiant en quelque manière de la subjectivité humaine. Et donc il y a eu ce désir aussi esthétique, pas seulement métaphysique, de commencer à se représenter de nouveau le monde sans nous, le monde débarrassé de la subjectivité et de l'humanité en général. Vous avez, dans cet imaginaire, vous voyez que dans l'ensemble de ces pensées, naît une métaphysique contemporaine qui est fascinée par l'idée de nous rendre à nous-mêmes contingents, c'est-à-dire d'avoir accès à la contingence de notre propre existence. Nous pouvons être, la contingence, c'est pouvoir être ou ne pas être. C'est le contraire de la nécessité. Du coup, dans l'imaginaire contemporain, a commencé à se diffuser, par ces métaphysiques, par cette écologie, une sorte de désir de l'homme de se représenter sa propre contingence, c'est-à-dire la possibilité d'être un être qui, dans la nature, pourrait être ou ne pas être, et donc pourrait contempler sa propre fin ou sa propre inexistence. Ce qui correspond d'ailleurs, dans l'esthétique classique, à un vieux terme, qui est le terme kantien de sublime. Le sublime chez Kant par rapport au beau, ce qui est sublime par rapport au beau, c'est la conscience qu'une subjectivité peut avoir de ses propres limites, et en ayant conscience de ses propres limites, aussi de son propre anéantissement possible. Et d'ailleurs, tout cet imaginaire apocalyptique est un imaginaire non pas de la beauté, mais du sublime. Vous avez toutes ces visions dans les films post-apocalyptiques américains. Vous avez souvent la vision du dernier témoin. Vous savez, la vague arrive, qui va engloutir les êtres humains. Vous avez le dernier témoin qui assiste, qui regarde au moment où la nature engloutit la subjectivité, l'humanité, et débarrasse le monde de l'être humain. C'est-à-dire débarrasse le monde de nous, de ce que nous sommes. Donc vous avez un imaginaire contemporain qui vient d'une métaphysique abstraite, mais qui aboutit à cette idée, qui fait son chemin dans la culture contemporaine, qui est que, si vous voulez, après une longue modernité qui s'est attachée à penser notre nécessité, une longue modernité qu'on pourrait appeler constructiviste dans son rapport au savoir, dans son rapport à la nature, vous avez une modernité qui commence au XVIIIe siècle et qui est fondée sur l'idée que, profondément, ce à quoi nous pouvons avoir accès, c'est aux conditions mêmes de notre savoir et aux conditions nécessaires de notre savoir. Et à l'idée que nous, hommes, nous construisons le monde en parlant, en ayant conscience du monde, par la culture, etc. Et vous avez toute une modernité qui est constructiviste et qui s'est épuisée vers la fin du XXe siècle, qui est une modernité qui avait pour but profondément de penser qu'il était impossible de penser le monde sans nous. Parce que penser le monde sans nous, ça serait enlever la condition de donation de sens du monde. Et si on retranche l'être humain, si on retranche la subjectivité, si on nous retranche du monde, il n'y a même plus de monde. Nous ne pouvons pas penser ce que c'est que le monde sans nous, à la manière dont on sait très bien, par exemple chez Freud, qu'on ne peut pas penser sa propre disparition, sa propre mort. Et on a eu une modernité qui était le point par lequel l'humanité ne pouvait pas penser sa propre mort, sa propre disparition. Elle se rendait nécessaire. Pour qu'il y ait monde, pour qu'il y ait ce qu'on appelle un monde constitué, une nature, il fallait l'être humain. Vous avez eu un épuisement dans la métaphysique, puis dans un certain nombre de moments de l'esprit contemporain, vous avez un épuisement de ce sens de la nécessité. Dans la culture aussi, dans l'art, ça s'est marqué probablement par une sorte de lassitude de la culture à l'égard d'elle-même. Après la postmodernité, vous avez la postmodernité, la déconstruction des grands récits, etc. Puis vous avez une sorte de fatigue de l'esprit humain, de la culture humaine, qui est fatiguée probablement de sans cesse renvoyer à elle-même. L'idée que les objets de la culture nous renvoient toujours à notre humanité, à notre langage, à notre conscience, à notre perception. Et probablement que cette fatigue a laissé place au désir, qui était celui du réalisme spéculatif, au contraire, que l'homme puisse penser la possibilité de son absence. C'est-à-dire faire revenir le grand dehors,
faire revenir la possibilité d'un dehors de la subjectivité, d'un dehors de l'humanité. Une nature sans nous. Penser sans nous. Penser de manière décentrée sans nous. Vous avez énormément de symptômes de cette transformation dans la culture contemporaine. Vous en avez dans l'écologie, vous en avez aussi par exemple dans ce qu'on appelle l'éthique animale, c'est-à-dire la découverte, la redécouverte à la fin des années 90, de l'idée que le droit était centré sur une sorte de cercle par lequel l'humanité se réservait le droit d'être la seule personne juridique. Et ce cercle est brisé par le même mouvement, le mouvement par lequel l'homme essaye de décentrer le rapport qu'il a au monde et de penser que son rapport au monde est un rapport parmi d'autres. Et c'est l'apparition du thème de l'attention à la souffrance animale. Et l'idée qu'effectivement, l'homme devrait pouvoir penser qu'il est une créature sensible parmi d'autres et qu'il doit accorder des droits à d'autres créatures qui ont aussi un rapport au monde. Et que les autres créatures sensibles n'ont pas moins de rapport au monde, pas moins de sensibilité, ne souffrent pas moins, et que donc le droit doit cesser d'être anthropocentrique. L'homme doit être capable de se décharger volontairement du fait d'être la seule personne juridique. C'est un des symptômes, si vous voulez, de cette nébuleuse par lequel profondément, je crois que nous sommes sortis des thèmes de la postmodernité depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Bien, vous voyez, pour revenir à notre sujet, le point commun de tous ces mouvements, de l'écologie, par exemple de ce que Bruno Latour appelle l'acteur réseau, de l'idée, vous trouvez chez un penseur américain, Levi Bryant, l'idée de démocratie des objets. L'idée qu'il faudrait produire, par exemple, des tribunaux dans lesquels des avocats viendraient défendre les droits, non seulement d'animaux, mais aussi peut-être d'objets, ou en tout cas d'entités générales de la nature. Un avocat pourrait venir défendre les droits du golfe du Mexique contre telle compagnie pétrolière qui a saccagé la nature. Vous avez dans la culture contemporaine donc un long mouvement de fond, comme ça, par lequel l'idée centrale, c'est l'idée du réalisme spéculatif. C'est cette idée qu'on rompt avec la modernité, qui était corrélationniste, et on essaye d'envisager une humanité capable de se décentrer d'elle-même et de penser sa propre absence possible. Seulement, vous voyez le point commun de toute cette mouvance métaphysique et éthique de l'esprit contemporain, c'est de concevoir que ce qu'on appelle le réel, la figure du réel, devient une figure très particulière. On appelle réel ce qui peut se passer de nous. Le monde en tant qu'il peut se passer de nous. Et par nous, on entend notre subjectivité d'être humain, etc. Donc on voit naître en métaphysique cette idée, en dialogue avec les savoirs scientifiques, qu'on va de nouveau nommer le réel, et on va le nommer de manière à ce que le réel n'ait pas besoin de nous. Le réel, c'est ce qui est indifférent à notre existence. C'est ce qui existe, que nous existions ou non. Ça devient un des noms possibles du réel dans l'esprit contemporain. On va suivre cette trace. Donc, premier indice dans notre enquête, dans l'esprit contemporain, il y a métaphysiquement, éthiquement, une sorte de nouvelle définition vague qui est en train de se cristalliser, par laquelle on désigne le réel comme ce qui se situe hors de nous, ce qui n'a pas besoin de nous, ce pourquoi nous n'avons pas de nécessité. Que nous soyons là ou non, il y a du réel, et le réel est superbement indifférent à ce que nous pouvons faire. Ça devient une des définitions possibles du réel. Seulement, vous voyez bien que cette définition métaphysique du réel, elle laisse le nous comme une sorte de question en suspens. Si le réel, ça désigne le monde sans nous, le monde hors de nous, le monde indifférent à nous, qu'est-ce qu'on peut faire de ce nous ? Du coup, ressurgit la question politique. Le nous, c'est le sujet de la question politique. Et là, ça va être le deuxième temps de notre petite enquête. Il y a un deuxième sens que réalisme est en train de reprendre dans l'esprit contemporain. C'est l'idée de réalisme politique qui fait suite à un long moment, cette fois non pas corrélationniste, mais probablement un long moment idéaliste dans la modernité et dans le XXe siècle. Autant en métaphysique, réel et réalisme s'opposent dans l'esprit contemporain à corrélationniste, c'est-à-dire ce qui pense que le corrélat entre le sujet et l'objet est indépassable. En politique, le retour du réalisme s'oppose à une autre figure qui est celle donc de l'idéalisme. Continuons notre petite enquête. Vous avez, à partir des années 90, le retour de figures donc réalistes, politiquement, qui vont faire scandale. Vous connaissez quelques jalons. Vous avez en 93 la publication de l'article de Samuel Huntington sur le clash des civilisations,
sur l'affrontement civilisationnel, qui va donner le livre de Huntington sur le conflit des civilisations. Vous avez la redécouverte dans les années 90 du grand penseur fasciste du réalisme politique qui est Carl Schmitt, qui est redécouvert par la droite, mais aussi par la gauche. Vous avez tout un tas de lectures de Carl Schmitt à la fin des années 90 par une marxiste, par exemple, comme Chantal Mouffe. Et vous avez la cristallisation, à la fin des années 90, d'un nouveau sens qui est donné à l'idée de réalisme politique. Or, ce nouveau sens, dans la littérature politique des années 90-2000, il est lié à la contestation du sens que l'idéalisme politique a donné à nous. Donc, vous voyez, il n'est plus question de métaphysique, c'est plus le rapport entre nous et le monde. La question, c'est le nous. Qu'est-ce qu'on appelle nous ? Bien. L'idée du renouveau du réalisme politique, c'est l'idée qu'on entend par idéaliste. Un idéaliste, c'est celui qui pense que le nous en général, c'est une forme extensible à volonté. L'idéaliste, l'universaliste, c'est celui qui pense qu'il y a un mouvement historique par lequel nous est une sorte de forme élastique qui peut s'étendre sans limite. Vous savez, on fait parfois en physique ce qu'on appelle des essais de fluage. On teste en fait l'élasticité d'un matériau. Bien, disons que le rapport entre l'idéaliste et le réaliste contemporain en politique, ce sont deux personnes qui font des essais de fluage sur nous. Concevons-nous comme une sorte de forme élastique. L'idéaliste, c'est celui qui pense qu'il n'y a pas de point de rupture. C'est-à-dire qu'on va pouvoir étendre nous sans limite. Quelques exemples. La première grande figure de l'idéalisme du nous en politique, c'est généralement la figure religieuse. Vous connaissez la promesse de saint Paul, la promesse paulinienne. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, et nous sommes tous unis dans le Christ. Vous avez ici un exemple de naissance de l'universalisme en Occident. Beaucoup ont analysé la naissance de l'universalisme dans le discours paulinien. Et vous voyez que cette naissance est liée à la possibilité de concevoir l'élasticité de nous. Vous avez des nous plus restreints, vous avez le nous de genre, nous hommes, nous femmes. Vous avez le nous national, nous grec. Vous avez le nous confessionnel, vous avez le nous ethnique. Vous avez tout un tas de nous de clans, de nous de castes, de nous familiales. L'humanité est structurée par des petits nous. L'universalisme, c'est la propagation de l'idée. Et l'idée, c'est l'extension de tous ces petits nous. C'est-à-dire, c'est le moment où la promesse paulinienne promet qu'on va pouvoir étendre comme un élastique tous les petits nous particuliers qui structuraient la société humaine, et on va pouvoir aboutir à nous, hommes, en général, et ce nous, homme, est assuré par le fait d'être un dans le Seigneur. Mais vous avez évidemment, dans d'autres religions, cette même promesse idéaliste d'une extension sans limite du nous. Promesse qu'on trouve dans la sourate 33 du Coran, par exemple, nous hommes, nous femmes, nous hommes pieux, nous femmes pieuses, puis toutes les tribus sont nommées, etc. Et vous avez tous ces nous qui se rassemblent dans le nous qui est assuré par Allah. Vous avez une promesse même qui est plus large dans le bouddhisme, par exemple. Vous avez dans le Sutra du Diamant cette déclaration bien connue par laquelle le Bouddha s'adresse à Subhati, un de ses disciples, et lui dit non seulement nous, êtres humains, mais aussi les animaux, mais aussi les végétaux, les êtres qui sont nés d'un œuf, les êtres qui sont nés d'une matrice, les êtres qui sont nés de l'humidité, c'est-à-dire les champignons, nous, à un moment, serons tous délivrés dans le nirvana. La promesse du Bouddha est encore plus large, puisque non seulement elle promet d'assurer l'élasticité du nous jusqu'à un nous, être humain en général, mais au-delà du nous, être humain, elle promet que l'élastique ne va pas rompre si on dit nous, animaux et humains, nous, animaux, humains et végétaux, nous, tous les êtres, nous serons à un moment délivrés par la promesse religieuse. Alors évidemment, cet idéalisme s'est poursuivi et s'est laïcisé. Peut-être que la grande laïcisation de l'idéalisme du nous, ça a été le marxisme. Et chez Marx, vous retrouvez chez Marx et Engels une forme qui est tout à fait proche dans le manifeste, puisque dans le manifeste, vous avez la grande promesse communiste en 1848, qui est l'idée que le nous humain, à cause de la lutte des classes, est divisé en antagonisme entre les hommes et les femmes, puisque Engels écrira aussi sur l'origine de la famille, sur la différence de genre entre hommes et femmes, mais surtout le nous humain est divisé par des antagonismes qui sont faux, qui sont les antagonismes nationaux. La France, l'Allemagne, nous Français, nous Allemands, etc. La grande promesse marxiste, c'est que le jour où la société sans classe sera réalisée, immédiatement tous les petits nous seront supprimés. Tous les antagonismes entre les petits nous, les nous nationaux, les nous confessionnels, le nous religieux, tout ça sera supprimé. Donc le messianisme laïque marxiste, évidemment, c'est celui qui dit nous sommes
Marx présente un idéalisme de ce point de vue-là, puisque si on continue à garder cette métaphore de l'élasticité, l'idéaliste est celui qui pense qu'effectivement, le nous, un seul nous, la victoire d'un seul nous, la suppression de l'antagonisme de classe, va supprimer tous les autres antagonismes. Donc le jour où la société sans classe sera réalisée, les antagonismes de genre, les antagonismes de race, les antagonismes nationaux tomberont d'eux-mêmes, par la grâce, par la magie de la dialectique. Et puis vous avez, dans l'esprit contemporain, probablement, à mon sens, une promesse idéaliste donc non réaliste, qui a fini par succéder à la promesse marxiste. C'est une promesse qui est moins connue en France, mais qui est très importante aux États-Unis, c'est ce que j'appellerais l'optimisme évolutionnaire. Ce sont des libéraux américains qui, à partir des années 70, à partir d'une lecture de Darwin, tout en étant libéraux, vont concevoir, toujours en étant idéalistes, toujours avec la même logique d'une extension sans limite du nous, vont concevoir qu'il est possible de faire une histoire naturelle de l'humanité, par laquelle l'humanité est d'abord divisée en petits nous. Vous avez d'abord la tribu, le clan, la famille. On dit nous, simplement l'homme primitif dit nous pour désigner sa famille, pour désigner ses proches. Et puis qu'il y a une histoire qui rend optimiste, par laquelle toute l'histoire, toute l'évolution de l'espèce humaine, palier par palier, est une extension de ce nous. Par exemple, la création du nous national dans la modernité, c'est une extension du nous de tribu ou du nous de clan. Il est un peu plus grand. La nation permet d'englober plusieurs tribus, plusieurs clans. Et puis, il y a l'apparition du nous humaniste. On va dire nous les hommes, pour rassembler dans un nous plus large, plus étendu, toutes les nations. Et puis, et c'est là où c'est intéressant, cet optimisme évolutionnaire rejoint quelque chose dont on a parlé dans le premier moment de notre enquête, qui est que chez Steven Pinker, par exemple, qui est un des représentants de cette voie, ou chez Singer et Cavalieri, vous avez l'idée que cette extension n'est pas terminée, elle ne s'arrête pas à l'homme. Cette extension va s'étendre à l'ensemble des autres animaux. Donc vous avez un mouvement naturel, évolutionnaire, qui est un mouvement de l'empathie humaine, par lequel petit à petit nous allons apprendre à dire nous, non pas seulement pour engager notre humanité, mais pour engager notre sensibilité, et tous les autres êtres sensibles. Vous avez de ce point de vue un texte très important au début des années 90, qui est le texte d'introduction au projet Grand Singe de Paola Cavalieri et Peter Singer, qui est une histoire naturelle de ce nous. Paola Cavalieri commence en disant, voilà, vous avez d'abord eu le nous de la tribu, le nous du clan, le nous de la famille, le nous de la région, le nous ethnique, le nous religieux, le nous national, le nous de l'humanité, et maintenant, on va englober les grands singes, et puis tous les mammifères supérieurs, et puis tous les êtres sensibles, et puis tous les êtres vivants. Vous avez ici l'exemple parfait, dans la modernité, d'une politique non réaliste, idéaliste, qui poursuit cette idée, centrée sur le nous, que nous est une forme extensible à volonté. Ça ne craque jamais, si vous voulez. C'est un élastique qui ne craque pas. Eh bien, revenons à notre question, qui est la définition du réel dans le contemporain. On va dire que les réalistes, on appelle réalistes en politique, dans l'esprit contemporain, ceux qui vont dire le contraire. Ceux qui, en faisant un essai de fluage, vont dire ce qu'ont oublié les idéalistes, c'est qu'à un moment, l'élastique craque. Il n'y a pas d'extension sans fin de la forme de la subjectivité, de nous. Du coup, les réalistes vont toujours être ceux qui vont faire remarquer qu'à mesure que le progressiste étend la subjectivité, étend ce qu'il entend par générosité, qu'il étend nous, il crée des divisions internes. Autrement dit, le réaliste, celui qui va dire, en dépit de notre bonne volonté, plus nous étendons le nous, plus nous le fragilisons. Vous avez une très belle remarque de Castoriadis, par exemple, dans sa lecture de Thucydide, où Castoriadis fait de Thucydide le premier des réalistes, parce que Castoriadis dit « Thucydide est le premier historien qui a conscience du rapport de fonction inverse qui est entretenu entre l'extension d'une communauté, des cités grecques, par exemple, et la puissance de solidarité de la communauté qui est créée. » Castoriadis dit toute la logique de lecture de Thucydide, c'est de dire, voilà, à chaque fois qu'il y a une alliance et qu'un nous plus large se crée, que plusieurs cités s'assemblent, Thucydide est réaliste parce qu'il a conscience du fait que plus le nous est large, plus il est fragile. C'est comme une peau que vous tendez. Plus vous la tendez, plus elle menace de craquer. C'est-à-dire que quand vous réalisez une subjectivité collective qui est plus large, qui englobe plus d'êtres, le réaliste est celui qui dit, il y a moins de choses qui vont nous relier. Si nous disons nous, animaux et humains, nous avons moins de choses en commun que si nous disons nous, êtres humains, ou que si nous disons nous de ce clan, nous de cette tribu. Le réaliste, donc, qui est une figure qui renaît en politique dans les années 90, c'est celui qui dit, dans le nous, dans la subjectivité collective, il y a un rapport inverse entre l'extension et l'intensité. Plus un nous s'étend, moins il est fort. L'universaliste, c'est celui qui n'a pas compris qu'en étendant le nous, il l'affaiblit. Du coup, le réaliste, c'est celui qui dit « il n'y a pas de nous plus fort que le petit nous ».
la petite unité. Et le réaliste, celui qui dit « Voyez, c'est normal, vous avez eu un long moment qui est lié à l'humanisme, où nous avons développé, nous avons étendu notre nous, et bien le résultat, c'est la communautarisation. C'est-à-dire que notre nous a craqué, et vous avez des nous plus intenses, qui attirent plus les gens, parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont plus restreints. Plus un nous est restreint, sur une identité petite, qui n'est pas étendue, plus il donne l'impression d'une intensité, d'une force. Le problème de l'universaliste, c'est qu'il produit un nous très large, mais de moins en moins fort, donc de moins en moins désirable pour les hommes. Donc on va appeler réaliste, dans l'esprit contemporain, quiconque a en tête cette logique, ce rapport inverse. Cette idée, vous le voyez, la grande idée du réaliste contemporain, qu'en fait nous avons tous en tête, qui est quelque chose de vague, mais qui est en train de se cristalliser en nous, c'est que par rapport à l'idéaliste, par rapport à l'universaliste, la voix du réaliste, celui qui dit « qu'est-ce que c'est que le réel en politique ?» C'est ce qui, en nous, résiste à notre volonté, résiste à notre idée. Il y a quelque chose dans la structure même de nous qui ne dépend pas de nous. Et cette chose qui ne dépend pas de nous, c'est une règle, c'est une sorte de loi qui fait que plus nous nous étendons, plus nous sommes faibles. Et plus nous nous rétractons, plus il y a une force, une forme d'intensité. Et qu'il n'y a pas moyen de résoudre ce problème. C'est-à-dire que contrairement à une humanité universaliste qui a cru à un moment qu'elle pouvait produire un nous étendu et très fort, le nous être humain, par exemple, la promesse du nous humaniste, qui était à la fois un nous étendu et qui devait être intense, qui devait être fort, qui était un nous de combat, qui est le nous qui émerge à partir d'Erasme, à partir de Montaigne, le nous compagnon humain de la Boétie, par exemple. Ce nous humaniste, en fait, le réaliste va dire, par exemple, vous trouvez ça dans des textes américains, de réalistes américains des années 2000, vous trouvez l'idée, par exemple, qu'au fond, l'humanisme est en quelque manière le responsable du racialisme. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a dit « nous, hommes », que d'un seul coup sont apparues des différences entre les hommes. Et que ces différences entre les hommes, elles ont été théorisées par les racialistes du XVIIIe et du XIXe siècle. Ça aboutit à Gobineau, Morton, etc. Tous ceux qui vont mesurer les crânes pour essayer de voir la différence entre une race asiatique, une race mongole, une race nègre, etc. Et donc il y a cette idée du réaliste qui est que l'idéaliste est naïf parce qu'il croit qu'il n'y a pas de prix à payer pour l'extension d'un nous. Alors qu'en fait, en étendant un nous, on l'affaiblit, on montre la possibilité de division interne, de division raciale, de division de genre, de division communautaire. Et que donc l'extension universelle du nous humain a produit en quelque manière la dispersion et la communautarisation que nous connaissons aujourd'hui. Le retour à des nous plus petits, des nous religieux, des nous communautaires, des nous identitaires, qui semblent plus forts, mais qui sont plus restreints. Donc vous voyez, deuxième figure du réel dans l'esprit contemporain, non plus on avait la figure métaphysique, si vous voulez, qui était ce qui commençait à faire son chemin dans l'esprit contemporain, l'idée qu'on appelait le réel ce qui n'avait pas besoin de nous. Le réel, c'est ce qui peut exister sans nous. C'est le réel de la science, pour le réaliste spéculatif, etc. C'est le réel aussi de l'imaginaire post-apocalyptique, qui est potentiellement morbide, l'homme faisant abstraction de sa propre existence. Vous avez cette première conception qui est l'idée donc d'un réel qui n'a pas besoin de nous. Puis vous avez cette deuxième conception politique qui est il y a quelque chose en nous qui n'a pas besoin de nous. Il y a quelque chose en nous qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de notre volonté, qui est malgré nous. Et c'est ce que défend le réaliste en politique. C'est celui qui dit quoi que nous fassions, de toute manière, nous pouvons être de bonne volonté, nous pouvons être humanistes, universalistes. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous. Il y a quelque chose dans la structure même du nous qui est tel que nous voulons l'étendre, mais en l'étendant, nous le craquelons et nous l'émiettons. Et après, il va falloir essayer de le rassembler de nouveau, mais on va commettre les mêmes erreurs, on va l'étendre, et de nouveau, ça va l'affaiblir. Donc, vous le voyez, le premier temps de notre enquête, c'est simplement pour vous montrer que j'ai toujours en tête cette idée que dans l'esprit contemporain est en train d'émerger notre condition, là où nous ne sommes plus des modernes, nous ne sommes plus des postmodernes, nous sommes sous condition d'une sorte de définition vague du réel qui est en train de s'imposer à nous, qui est que, à la fois métaphysiquement et politiquement, nous sommes en train d'appeler de plus en plus réel ce qui n'a pas besoin de nous. Ce qui, au fond, est radicalement indifférent à notre volonté, notre intervention, notre bonne volonté, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons être. Eh bien, ça va être le troisième moment de notre enquête. Il me semble qu'il y a une sorte de règle qui est que plus dans l'esprit général du temps s'impose l'idée que le réel, c'est ce qui n'a pas besoin de nous, plus grandit en même temps le désir de fiction. Pourquoi ?
Parce que nous allons appeler fiction, tout simplement, non pas ce qui s'oppose au réel, la fiction ne sait pas ce qui s'oppose au réel, la fiction, c'est la production d'un réel qui a besoin de nous. Qu'est-ce que c'est qu'une fiction ? C'est une réalité, la constitution d'une réalité, dont nous savons qu'elle a besoin de nous. Est une fiction ce qui ne peut exister en tant que réalité. La fiction, c'est la construction d'une réalité, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose frontalement à la réalité. La fiction, c'est du réel. Mais la fiction, c'est du réel qui a besoin de nous. Et du coup, l'idée que je garde en tête, c'est l'idée qu'à mesure que dans l'époque, nous avons la conscience vague qu'est en train de se construire une idée que le réel n'a pas besoin de nous, grandit en même temps le besoin de produire de la fiction, c'est-à-dire de produire un réel qui ne tient qu'à nous. Tout simplement parce que, vous le voyez, le problème des deux grands réalismes de l'époque, disons le réalisme spéculatif et le réalisme politique, c'est qu'il nous rend non nécessaires. Or, s'il y a bien quelque chose qu'un sujet historique ne peut pas supporter à terme, c'est la conscience de sa non-nécessité. Puisqu'évidemment, s'il est non nécessaire, il ne sert à rien. Il peut exister, il peut être ou ne pas être, ça ne change rien. Du coup, la fiction, ça va être l'intervention, au contraire, d'un réel qui a fortement besoin de nous. L'idée qu'il y a des réalités qui ne peuvent pas exister si nous n'existons pas. Que donc, nous sommes nécessaires. Nous sommes encore nécessaires. Bien. De ce point de vue, on va dire qu'il y a deux types de fiction. Il y a une fiction qu'on va dire religieuse. Et il y a une fiction qui va aller vers ce qui, moi, me semble être la fiction littéraire, ou la fiction artistique. Évidemment, l'histoire de la fiction dans l'espèce humaine, elle mêle les deux. Au départ, dans le mythe, il y a un mélange de fiction religieuse et de fiction artistique. Mais on va les distinguer. On va dire que profondément, la fiction religieuse, suivant par exemple ce que pensent les disciples de Hegel, la critique de la religion chez Feuerbach ou chez Bauer, c'est exactement ça. C'est l'idée que la religion, le religieux en général, c'est la création d'une fiction produite par l'esprit humain, mais qui ne se présente évidemment pas comme une fiction, qui se présente comme quelque chose qui n'a pas besoin de l'homme. Autrement dit, le religieux, c'est une fiction qui pousse si loin la fiction qu'elle se fictionne elle-même comme n'étant pas une fiction. Le religieux, c'est une fiction qui est tellement fictive qu'elle annule, aux yeux de celui qui l'a produit, sa dimension fictionnelle. Mais c'est une fiction, c'est une production de l'esprit humain. Alors que dans la fiction artistique, et notamment dans la littérature, il y a la production d'une fiction qui n'est pas jusqu'au bout de la fiction, parce qu'elle se présente de manière, si vous voulez, réaliste, comme une fiction. La fiction littéraire, c'est celle qui arrête à un moment la fiction, en se présentant bien comme étant effectivement une fiction. Donc comme le produit d'un esprit humain, et pas comme la réalisation d'une réalité transcendantale, etc. Du coup, ce qui m'intéresse dans l'époque, c'est l'idée que si grandit le besoin de fiction, grandit le religieux. Mais si grandit le religieux, il faut que grandisse aussi un autre type de fiction, qui est la fiction qui ne prétend pas ne pas être de la fiction, qui est la fiction religieuse, mais la fiction littéraire, qui se montre en tant que fiction. Dernier moment de notre enquête. Il me semble, vous voyez, on rejoint petit à petit la littérature. Vous allez peut-être, j'espère, comprendre du coup quel est le long cheminement qui me torture, peut-être de manière totalement vaine, mais qui fait aboutir à l'idée que je me fais de ce que peut la littérature aujourd'hui. Vous savez que, de manière assez récente, on distingue au fond, de manière quasiment industrielle, dans l'industrie du livre, deux types de littérature. Il y aurait une littérature dans le rapport au réel. Il y aurait une littérature de l'imaginaire, la fantaisie, la science-fiction, le fantastique, et il y aurait une littérature du réel, qui serait une littérature neutre, une littérature blanche, ou une littérature réaliste, on ne sait pas trop bien comment l'appeler. Bien, avant tout, à partir de ce qu'on a dit jusque-là, vous voyez qu'il est évident qu'il n'y a pas une littérature de la réalité et une littérature de la fiction. Les deux sont des fictions, mais les deux produisent de la réalité. Les deux sont en quelque manière réalistes. Je vous prends un exemple. Peut-être qu'un des plus grands livres réalistes politiquement, qui dit le plus ce qu'est le réalisme politique actuel, c'est un livre de fantasy qui est adapté en ce moment à la télévision, qui est Le Trône de Fer, qui est Game of Thrones. Game of Thrones, c'est une leçon de réalisme politique. C'est un monde dans lequel il n'y a que du rapport de force et rien d'autre, et c'est un monde qui pourrait tout à fait illustrer des thèses de Machiavel ou des thèses de Carl Schmitt. Il n'y a que de l'intérêt, il n'y a que du conflit, il n'y a que du rapport de force, et il n'y a rien d'autre. À tel point que dans Game of Thrones, par exemple, vous avez des croyances religieuses, mais les croyances religieuses sont toujours vues du point de vue politique. De quelle manière est-ce que la croyance religieuse, le dieu noyé, etc., les dieux des îles de fer, sont utilisés pour des raisons politiques. Donc le religieux n'a d'existence que, pour le réaliste politique, en tant qu'il sert
un nous contre un autre nous. Et vous voyez très bien que Game of Thrones est l'illustration de ce que je vous disais à propos du réaliste et de la fluence du nous. Qu'est-ce que c'est que Game of Thrones? C'est un morcellement de nous. Vous avez évidemment les sept trônes qui sont prétendants à l'unification possible d'un territoire, mais dont on sait très bien que dès qu'il s'unifie, il s'affaiblit. Celui qui devient le roi de l'ensemble de Westeros, généralement, il s'affaiblit, en fait. Et vous avez, Game of Thrones est l'illustration de l'esprit réaliste qui pense que la politique, c'est simplement ce jeu de fonctions où on étend, mais donc on affaiblit, et on rétracte, on renforce, mais du coup, on a moins d'extension, on a moins d'envergure du nous politique. Bien. Donc vous le voyez, par exemple, vous avez de la littérature de l'imaginaire qui est, d'un point de vue politique, profondément réaliste. Vous avez aussi de la littérature du réel qui est profondément idéaliste. Donc, littérature de l'imaginaire et littérature du réel ne se définissent pas par une sorte de partage de Yalta entre toi tu prends le réel et toi tu prends la fiction. C'est pas ça du tout. Ce sont tous les deux des fictions, mais à mon sens, ce qui permet de les distinguer, c'est la différence de diagnostic sur le rapport de force dans l'époque entre fiction et réel. Au fond, je crois que celui qui fait de la fiction du réel, celui qui fait du roman du réel, celui qui fait de la littérature du réel, c'est celui qui pense que nous sommes sous condition de nos fictions. De telle sorte que le réel a été enseveli sous des croyances, des fictions, et que donc, paradoxalement, le réel a de nouveau besoin de nous. Autrement dit, celui qui veut faire une littérature du réel, c'est celui qui pense que, d'accord, peut-être que dans l'absolu, le réel, c'est ce qui n'a pas besoin de nous, mais sauf que le réel étant enseveli sous l'idéologie, sous des représentations, sous des couches de fiction, le réel a au moins besoin que nous déterrions le réel. Donc il faut faire un travail d'investigation pour retrouver le réel. Du coup, je crois que le littérateur du réel aujourd'hui, c'est celui qui pense profondément que le rapport de force est tel que nous sommes sous condition, nous sommes dominés par nos fictions. Et donc le rôle de l'écrivain, c'est de produire une fiction qui soit une fiction du réel, et qui soit capable de redonner tout simplement... je crois qu'il y a quelque chose d'idéaliste, au fond, c'est celui paradoxalement qui fait une littérature du réel, qui pense que le réel peut encore avoir besoin de nous. Il a besoin de nous parce que tout ment. Comme il y a de l'idéologie, il y a du trouble, nous ne sommes plus capables de le voir. Il faut arriver à faire voir le réel. Et donc, le réel a besoin de moi en tant qu'écrivain. Il faut que je sauve quelque chose du réel. Il faut peut-être même que je le reconstruise, que je le construise, que je le donne à voir. Sinon, nous ne serons plus capables de voir le réel. Nous ne verrons plus que nos fictions. Alors que je crois que ceux qui sont du côté de la littérature de l'imaginaire, au fond, sont ceux qui, dans le rapport de force, pensent que, toujours, nous sommes sous condition de domination du réel. Le réel est déjà là, à quoi ça sert de le représenter? Ceux qui font de la littérature de l'imaginaire sont ceux, à mon sens, qui vont penser, je caricature, ce sont des positions très larges pour essayer de faire une petite cartographie. Moi-même, quand je vais vers la littérature de l'imaginaire, je sens que mon impulsion est la suivante. À quoi bon restituer le réel puisqu'il est déjà là? Puisque le réel, dans le contemporain, je sens bien que c'est ce qui n'a pas besoin de nous, pourquoi m'embêter à essayer de reproduire le réel? C'est une vieille idée, c'est une idée par exemple qui est celle qui, chez les surréalistes, chez Breton, fait condamner le roman. L'idée qu'au fond, le roman réaliste, les moqueries de Breton vis-à-vis de Dostoïevski, etc., les descriptions de Dostoïevski, mais à quoi ça sert? Le réel est déjà là. Pourquoi se fatiguer? Ou les critiques de Barbé d'Aurevilly à l'égard de Zola, par exemple. Ou, dans Bouvard et Pécuchet, la critique par Flaubert de Balzac, du roman sociologique. Bouvard et Pécuchet essayent, à la Balzac, de réunir énormément de documentation sur le réel, sur la société. Mais bon, tout ça, dit Flaubert, ça finit en sociologie. Puisque, en fait, le réel est déjà là, donc on va le reproduire, donc on finit par faire une science du réel. Voilà. Du côté de l'imaginaire, il y a donc l'idée qu'au fond, nous sommes sous condition dans le rapport de force du réel. C'est le réel qui domine. Et si c'est le réel qui domine, le rôle de la littérature est de produire de la fiction. Donc je crois qu'au fond, le fossé qui sépare dans nos représentations une supposée littérature de l'imaginaire et une supposée littérature du réel, c'est une différence d'interprétation, de diagnostic d'un rapport de force quasiment politique entre le réel, la réalité et nos fictions. Or, la politique, au fond, vous le savez, c'est toujours s'affronter sur un diagnostic de qui domine. La politique, elle commence quand on commence à se demander qu'est-ce qui est dominant. Et évidemment, toute conviction politique vient du fait qu'on ne repère pas la domination de la même manière. Évidemment, le croyant est celui qui va voir la victoire générale de la laïcité. Le laïc est celui qui voit la victoire générale du croyant, etc.
Et donc, profondément, il me semble que le rapport entre littérature de l'imaginaire et littérature du réel, il est lié à une différence de diagnostic. Qu'est-ce qui domine ? Le réel ou nos fictions ? Deuxième point. À partir de ça, je crois que profondément, la victoire de l'un ou l'autre, c'est sa défaite. C'est-à-dire que la réalisation ultime de l'idéal d'une littérature du réel ou la réalisation ultime d'une littérature de l'imaginaire, si on les définit à la manière dont je l'ai fait très grossièrement, à chaque fois, le triomphe de l'un, c'est en même temps sa défaite. Pourquoi ? D'abord parce que la littérature du réel, au fond, si elle triomphait, si elle arrivait exactement à restituer le réel, évidemment, son triomphe serait sa perte, puisque immédiatement, elle s'annulerait, elle se rendrait non nécessaire. Puisqu'on l'a dit, la figure montante dans le contemporain, c'est le réel comme ce qui n'a pas besoin de nous. Du coup, ça serait la révélation du fait qu'on aurait réussi à atteindre le réel, le fond du réel, un réel social ou un réel naturel, même un réel physique, et on tomberait sur quoi ultimement ? Sur le fait que ça n'a pas besoin de nous, ça nous rend non nécessaires. Du coup, je crois que le triomphe d'une littérature du réel, c'est en même temps sa défaite. Mais inversement, le triomphe d'une littérature de l'imaginaire, c'est aussi sa défaite. Parce que ce qui menace les littératures de l'imaginaire, c'est que, au fond, je crois, c'est de devenir religieuse. C'est le moment où, réalisant de la fiction, réalisant la constitution d'un univers de fiction à part du réel, elles finissent par prendre cette fiction pour du réel. C'est ce qui s'est passé dans les cultures populaires, par exemple, à mon sens, dans la culture populaire, avec la réalisation quasi religieuse d'un certain nombre d'univers cohérents, issus des littératures de l'imaginaire. Vous connaissez peut-être des fans de Tolkien qui, à force de compulser le Silmarillion, ont fini par faire du Silmarillion une sorte de Bible ou d'histoire parallèle totalement délirante, qui est telle qu'ils ont reconstitué un réel à part du réel, avec ses langues, ses langages, son encyclopédie, ses personnages. Et là où apparaît la vacuité de la littérature de l'imaginaire, c'est qu'au moment où elle triomphe, c'est-à-dire au moment où elle réalise un monde fictif qui se présente comme étant aussi cohérent que le réel, elle s'annule, parce qu'elle produit une attitude religieuse. C'est-à-dire que celui qui y croyait comme à une fiction finit par ne plus la voir comme une fiction et du coup adopte la position religieuse qui est la position profondément du fan dans les cultures populaires. Il s'est produit la même chose avec Star Wars, il s'est produit la même chose avec ce qu'on appelle l'univers étendu de Buffy, le Buffyverse. Il est en train de se produire la même chose avec Game of Thrones. Il y a cette pulsion dans le récit de l'imaginaire qui est qu'au moment où il triomphe, c'est-à-dire au moment où il réalise un univers cohérent, il devient totalement vain. Il devient vain d'abord parce que, comme la littérature du réel, il finit par dédoubler, par redoubler le réel. Après tout, quoi, on obtient un deuxième réel, une deuxième histoire cohérente de l'humanité. Mais est-ce qu'on en avait besoin, du coup ? C'est-à-dire, le moment où il s'achève, c'est le moment où de lui-même, il se rend vain. Il produit un autre univers, un univers parallèle. C'est la même chose avec les fans de Marvel et les multiples univers parallèles possibles des super-héros Marvel. Donc, l'idée que je défendrai, c'est l'idée que si le triomphe d'une littérature du réel dans le contemporain ou le triomphe d'une littérature de l'imaginaire, c'est leur défaite, alors il faut penser l'inverse. L'un et l'autre ne réussissent que s'ils échouent. C'est-à-dire qu'il n'y a de littérature réelle, du réel intéressante que si elle échoue, en fait, à restituer le réel. Et il n'y a de littérature de l'imaginaire réussie que si elle échoue, si elle ne se réalise pas en religion de la constitution d'un monde parallèle. Du coup, on arrive petit à petit à ce qui, pour moi, est, dans mon univers mental, mon idéal esthétique contemporain, qui est l'idée qu'il ne faut pas affronter l'un et l'autre, il faut toujours faire jouer l'un contre l'autre. Au fond, la littérature de l'imaginaire, elle est là pour faire jouer une pulsion contre la pulsion de réel. Et la littérature du réel, elle est là pour faire jouer aussi une autre pulsion contre la pulsion de l'imaginaire, contre la pulsion de la fiction livrée à elle-même, qui risque de finir en religiosité. Donc, le champ de la fiction, pour moi, si vous voulez, dans mon idéal esthétique, c'est le seul champ où, dans le rapport au réel qui est en train de se dessiner dans le contemporain, nous pouvons nous réunifier. Nous pouvons nous réunifier parce que si nous arrivons à faire jouer l'imaginaire contre le réel et le réel contre l'imaginaire, si nous arrivons à les limiter l'un l'autre, à produire un rapport de force esthétique entre l'un et l'autre dans des œuvres, alors peut-être que nous avons une chance d'échapper à ce qui nous menace dans le contemporain. Ce qui nous menace, c'est une tenaille, c'est une prise en tenaille. Nous allons être pris en tenaille de plus en plus entre, vous le voyez, quand je vous ai parlé du réalisme spéculatif, une conception métaphysique du réel qui est « le réel n'a pas besoin de nous ». Et autre branche de la tenaille, le religieux qui va nous dire « oui, effectivement, comme le réel n'a pas besoin de toi, désintéresse-toi du réel. Le réel ne s'intéresse pas à toi, désintéresse-toi du réel. » Retourner dans les bras du religieux, du coup, c'est aller vers la fiction
qui nous dit effectivement « la fiction a besoin de toi ». Mais c'est la fiction qui s'efface en tant que fiction. Parce qu'évidemment, l'esprit religieux, c'est celui qui commence par fictionner, mais qui finit toujours par oublier qu'il est en train de fictionner. Donc vous avez cette première tenaille. Puis vous avez cette deuxième tenaille, qui est la tenaille politique, entre un idéalisme qui promet l'extension du nous, et qui promet donc qu'il y a en nous quelque chose qui ne dépend que de nous, qui est la possibilité de continuer à être universaliste, à étendre par empathie notre subjectivité à tout, peut-être aux animaux, aux autres êtres sensibles, à l'ensemble du cosmos. Et, autre branche de la tenaille, il y a le réaliste qui nous dit non, le réel, c'est ce qui va te rappeler que, alors que tu crois étendre sans limite ta subjectivité politique, ton nous, non, il y aura toujours un rappel au réel, qui va être le morcellement, l'émiettement, la communautarisation, etc. Eh bien, il me semble que si nous voulons éviter d'être pris en tenaille entre le réel qui n'a pas besoin de nous et la fiction qui nous appelle, qui a besoin de nous, mais qui en même temps peut toujours se finir en religiosité, le seul lieu de réconciliation de ça, c'est la fiction qui se donne comme fiction. Du coup, c'est aussi possiblement la littérature. C'est le seul, peut-être, champ unifié où il devrait être possible de traiter également, et là je formulerai ce qui serait mon slogan esthétique ou mon idéal esthétique pour le monde contemporain, d'être capable de construire un plan de dignité égale pour le réel et nos fictions. C'est-à-dire d'être capable de traiter également les produits de notre esprit et la réalité. Du coup, la littérature deviendrait ce lieu où il faudrait sans cesse plonger dans le réel nos croyances, nos fictions, les figures de ceux qui ont des croyances religieuses, qui ont des croyances politiques, et être capable de les prendre à revers en montrant le croyant dans le réel, en plongeant, si vous voulez, comme un effet d'expérience, qu'est-ce que ça fait quand on replonge une fiction, une croyance, dans la réalité ? Qu'est-ce qui se passe ? Et inversement, la littérature devrait être capable, comme le fait toute littérature de l'imaginaire, de replonger le réel parmi tous les possibles, parmi toutes les fictions, d'être capable d'exhiber que le réel n'est qu'une fiction parmi d'autres, d'ouvrir les possibles. Et que ça serait la fiction qui se donne en tant que fiction, devrait être un rapport de force non réglé, non dépassable entre l'un et l'autre. Plonger le réel dans nos fictions, plonger nos fictions dans le réel. Et du coup, annuler la différence entre littérature de l'imaginaire ou littérature du réel. Mais concevoir une esthétique contemporaine qui serait un rapport de force permanent, qui serait le seul lieu où nous pourrions nous réunifier, et nous pourrions voir, en lisant un livre, en regardant un film, nous pourrions voir dans une fiction un plan égal où nous ne serions pas naturellement réalistes. C'est-à-dire que nous ne traiterions pas de manière condescendante nos fictions, nos croyances, les croyances religieuses, les croyances politiques des uns et des autres, comme des folies irréelles, irréalistes. Donc pas de condescendance vis-à-vis des fictions. Pourquoi ? Parce que nous avons conscience du fait que le réel n'a pas besoin de nous. Et comme le réel n'a pas besoin de nous, le réel ne peut pas être nécessaire. Nous avons fatalement besoin de fiction à partir du moment où nous pensons que le réel, c'est ce qui nous rend contingents. Mais inversement, la fiction doit être le lieu aussi où il doit être possible de considérer donc également le réel et les fictions. Un plan d'égalité sur lequel nous pourrions traiter également, ni plus ni moins, la réalité, c'est-à-dire la réalité sensible, nos corps, la réalité matérielle, la réalité physique, la réalité historique, la réalité sociale, toutes les déterminations de la réalité, et en même temps traiter ni plus ni moins nos croyances, nos folies, les idées religieuses, les idées politiques, les autres mondes, tout ce qui est produit en tant que fiction pour échapper précisément à la contrainte du réel contemporain qui nous dit qu'il n'a pas besoin de nous. Donc vous le voyez, et j'aimerais terminer là-dessus, par ce long cheminement, je voulais faire la généalogie de ce qui est mon idéal esthétique. En tant que romancier, par exemple, je suis confronté à l'idée que, n'étant absolument pas croyant, d'aucune sorte, je suis plongé dans un monde contemporain où la croyance et un certain nombre de fictions religieuses, politiques, reviennent. Mon problème, fondamentalement, dans le roman, c'est d'arriver à trouver un lieu où je puisse être juste. C'est-à-dire ne pas dissoudre la réalité dans les fictions. Et du coup, perdre le sens du réel. Conserver le sens que dans toute fiction, derrière toute fiction, il y a un homme concret qui est dans la réalité, qui est dans la réalité physique, qui est dans la réalité sociale, qui est dans la réalité historique. Donc, conserver la possibilité de montrer, de prendre à revers une fiction ou une croyance pour montrer
ce qu'elle est dans le réel, ce que c'est que celui qui croit politiquement, qui croit religieusement, qu'est-ce qu'il est concrètement, qu'est-ce qu'il est réellement, ne pas perdre ce sens. Mais en même temps, ne pas tenir le réel comme une détermination ultime, être capable de le mettre à côté des fictions, et donc être capable de traiter le réel comme une possibilité parmi d'autres. Et c'est pour ça que, de plus en plus dans mes romans, m'intéresse d'utiliser des formes qui viennent des littératures de l'imaginaire, telles que l'uchronie, et si, vous voyez l'hypothèse, et si ce qui s'est passé historiquement, en fait, s'était passé autrement. Ce qui est une vieille idée, tout simplement, des littératures de l'imaginaire, pour traiter la réalité comme une possibilité parmi d'autres. Donc vous le voyez, à la fois traiter le réel comme un possible parmi d'autres, et en même temps, être capable de remettre les possibles, de remettre les fictions à l'intérieur du réel. Et par ce long cheminement, mon idéal esthétique romanesque, il aboutit à cette idée, au fond, si vous voulez, que du coup, le roman est la seule forme qui, pour un type d'esprit comme le mien, peut servir d'équivalent au religieux. C'est-à-dire, le roman est le seul moyen que je vois de me rapporter à la croyance de manière juste et égale, de construire un plan d'égalité, sur lequel il devrait être possible à la fois d'intégrer, vous voyez, cette image du réel qui monte dans l'esprit contemporain, qui est « le réel n'a pas besoin de nous », et d'intégrer les fictions, qui sont les moyens par lesquels l'esprit contemporain de plus en plus va résister à cette définition du réel, en essayant de se rendre nécessaire, en essayant de retrouver sa nécessité, de retrouver qu'est-ce qui dépend de lui, qu'est-ce qu'il peut produire qui ne dépende que de lui. Et sur ce, j'arrive donc à cette idée, si vous voulez, toute cette construction pour arriver à l'idée que je me fais du roman, l'idée que je me fais de la littérature sous conditions contemporaines, c'est celle-ci. Simplement pour vous montrer que, en tant qu'écrivain, en tant que romancier, avant d'écrire une histoire, il faut se construire un paysage, une sorte de carte complexe de l'époque, et qu'on écrit, pour pouvoir écrire librement ensuite, il faut écrire sous condition d'un diagnostic de ce que nous sommes, de l'esprit contemporain. Tous mes livres, je les écris sous condition de ce diagnostic-là. Et je vous remercie.